Le programme national de gestion des terroirs phase 2 est arrivé à son terme. L'heure est au bilan à l'occasion d'un colloque débuté ce matin à Ouagadougou. Dans ce journal, l'ambiance de la cérémonie d'ouverture présidée par le chef de l'État. Le procès du putsch de 2015 amorce une nouvelle phase avec les auditions des témoins. Ce 28 janvier, 2 proches du général Djibril Bassolé sont passés à la barre en tant que témoins. Le point de leur audition à suivre dans cette édition. Et puis, c'est l'une des stratégies jugées très efficaces pour le maintien des élèves à l'école après leur inscription. Les cantines scolaires sont même considérées comme une source de motivation pour de nombreux élèves. Nous ferons le constat dans 2 écoles de la région du Sahel. À l'étranger, au Venezuela, l'armée est courtisée par 2 présidents, dont l'un élu et l'autre autoproclamé. Chacun d'eux appelle les troupes à se rallier à sa cause. On en parlera à fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Pendant une période de 15 ans, il a permis de financer plus de 26 000 micro-entreprises et de réaliser plusieurs infrastructures socio-éducatives. Nous parlons du programme national de gestion des terroirs, dont la 2e phase a pris fin en décembre dernier. Le bilan du PNGT2 fait l'objet d'un colloque dont l'ouverture est intervenue ce matin sous la présidence du chef de l'État. Le compte-rendu de Tanga Kafando. C'est l'heure du bilan au 2e programme national de gestion des terroirs PNGT2. Pendant 15 ans, ce sont plus de 26 000 micro-entreprises financées au profit de 8 millions de Burkinabés, des infrastructures socio-éducatives et économiques financées à hauteur de plus de 116 milliards de francs CFA par la Banque mondiale et autres partenaires. La mise en œuvre du PNGT2 a permis, entre autres, le financement de 26 624 micro-projets d'investissement et a impacté positivement les conditions de vie de plus de 8 millions de Burkinabés en matière d'accès à l'eau potable, aux infrastructures de santé, d'école, d'assainissement et d'amélioration du capital de production agro-silvo-pastorale. La Banque mondiale se félicite de ce programme, fruit du partenariat fructueux avec le gouvernement burkinabé, qui, dans sa démarche, a permis aux communautés locales de décider elles-mêmes des priorités d'investissement au niveau local et de mettre en œuvre des plans de développement locaux qu'elles ont elles-mêmes élaborés. Un bilan présenté en présence du chef de l'État qui le trouve satisfaisant et promet de trouver d'autres mécanismes pour continuer de soutenir les collectivités territoriales pour booster le développement à la base. C'est un projet qui a suscité beaucoup d'espoir parce qu'il s'agissait de faire en sorte que les populations elles-mêmes soient à la base du choix de développement de leur commune ou de leur région, aussi bien en école, en infrastructures sanitaires, en eau potable, etc. Donc c'est un bon exercice que nous avons déroulé depuis 15 ans. C'est un exercice que je pense qu'il doit se poursuivre. Nous poursuivrons nos discussions avec la Banque mondiale et l'ensemble des partenaires pour voir comment nous pouvons pérenniser cet outil, soit dans le cadre d'un programme national d'un PNGT 3, disons, ou sous une autre forme que nous conclurons certainement ensemble. Et séance tenante, le PNGT2 a remis symboliquement plus de 700 motopompes aux collectivités territoriales. La réflexion se poursuit jusqu'à demain, mardi, une réflexion pour pérenniser les acquis du programme et trouver d'autres mécanismes pour soutenir le développement à la base. Dans l'actualité ce soir, les nouveaux membres du gouvernement continuent de s'installer dans leurs fonctions. Ce matin, c'est au pas de charge que le secrétaire général du gouvernement a procédé à l'installation de 5 nouveaux ministres. Entre bilan des sortants et défis à relever pour les entrants, nous suivons le compte-rendu de Adama Guiti et Zalissa Sanfo. Je reviens avec le sentiment du devoir accompli. Ce sont là les sentiments de Hadizatou Rosine Koulibaly au moment où elle scelle son fauteuil de ministre de l'économie et des finances à Lassane Kabouri. 3 ans à la tête du Minefid, Rosine Koulibaly a-t-elle réussi sa mission? Dans tous les cas, la ministre dit partir le cœur léger. Il ne m'appartient pas d'en juger. L'histoire, qui est le seul juge infaillible, avisera.
C'est le cœur léger que je quitte cette fonction et il ne pouvait en être autrement. Mais la lutte ne sera pas facile. Je considère que la lutte ne fait que commencer. Je considère que nous avons tracé les sillons sur lesquels vous allez continuer à mettre à faire en sorte que le Burkina Faso reste debout. S'inscrivant dans une dynamique d'un dialogue social qui construit, Lassane Kaboré place ses premières actions sous le sceau d'un nouveau partenariat avec les partenaires sociaux pour un climat plus serein de travail. Les partenaires sociaux sont autant que vous des patriotes. Et je pense qu'ensemble, si nous renouons le dialogue, au regard des conditions difficiles de notre pays, je suis persuadé que chacun d'eux, comme je le sais d'ailleurs, sont suffisamment patriotes pour savoir que nous devons tous regarder dans la même direction et sauver l'essentiel qui est de bâtir notre pays. Après Lassane Kaboré, c'est Mamilata Ouattara qui a pris fonction. Celle à qui René Bessolé Bagoro cède une partie de ses compétences place son mandat sous le signe de la continuité. J'ai à l'esprit l'opérationnalisation de l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires, l'implémentation de l'approche basée sur les droits humains, la réforme de la Semaine nationale du civisme. Ces défis, je mesure leur ampleur, d'autant plus que nous sommes dans un contexte marqué par la montée des actes d'incivisme, du terrorisme et des crises socio-communautaires dont les manifestations mettent dangereusement en péril la cohésion sociale. Au ministère en charge de la jeunesse, c'était aussi le même scénario. Salifou Touré est désormais installé. Pour ses priorités et ses grandes actions, il faudra encore un peu de patience. Les problèmes, les maux qui minent donc la jeunesse sont assez énormes et immenses. Nous aurons donc sous peu un séminaire gouvernemental. Nous allons donc tracer toutes les grandes lignes et à l'issue de cela, je pourrais vous revenir. Jacob Ouedraogo a aussi passé le témoin à Salif Ouedraogo avec le reflet du devoir accompli. Et dans son fauteuil, le tout nouveau ministre installé promet des changements qualitatifs pour la transformation structurelle de l'agriculture burkinabé, conformément aux aspirations du PNDS. Il s'agit de l'intensification de la production agricole par une forte mécanisation de notre agriculture. Les investissements attendus dans ce sens sont l'opérationnalisation de l'usine de montage de tracteurs, l'usine de fabrication d'engrais à base de phosphate naturel et la centrale d'approvisionnement des intrants et matériel agricole. Tous les ministres sortants promettent disponibilité et accompagnement si besoin en est aux ministres entrants. Des entrants qui promettent eux un don de soi et une détermination sans faille pour la réussite de leur mission. Autre titre de l'actualité avec les nouvelles du procès du putsch de 2015 qui amorce une nouvelle étape avec les auditions des témoins. Premier témoin à la barre ce lundi, Bénédicte Jambila, agent des renseignements du général Djibril Bassolé. À sa suite, un autre témoin à la personne de Alidou Stawadgo, chef du protocole du général Bassolé alors qu'il était ministre des Affaires étrangères. Le contenu de leur audition avec Draman Guéné et Zouavier David Dabiri. Ila Jean-Bénédicte, contractuel de l'État au ministère de la Jeunesse, précédemment inculpé dans le dossier du putsch de septembre 2015 et acquitté devant la Chambre de contrôle de l'instruction, est à la barre ce matin. Mais en qualité de témoin cité par le parquet militaire, présenté comme un agent de renseignement du général Djibril Bassolé depuis près d'une vingtaine d'années, sa déposition est essentiellement axée sur ses rapports avec le général Bassolé avant et lors des événements du 16 septembre 2015 et jours suivants. Avez-vous eu des communications téléphoniques avec le général Bassolé lors des événements? Et si oui, quels en étaient les contenus? À cette question du parquet militaire, le témoin reste vague et fait à plusieurs reprises de ne pas cerner le sens des propos. Le procureur militaire se résout alors à porter à sa connaissance la retranscription de plusieurs communications avec le général, le colonel-major Bourema Kiré, Herman Yameogo et Léon Skone. Du contenu de ces communications, il ressort qu'à la demande du général Bassolé, Ila Jean-Bénédicte épiait les positions du RSP, encourageait certains soldats, renseignait ses mentors sur l'évolution de la situation
et suggérait des attitudes à adopter pour garder le contrôle de la situation. Des propos que le témoin réitère devant les juges d'instruction à travers ses procès-verbaux avant de conclure, je cite, « Je pense que Herman Yamégo était le planificateur du putsch et Léonce Koné le bras financier et le général Bassolé devait être de connivence avec les putschistes au regard de son intérêt trop poussé sur l'évolution du putsch. » Bi Ila Jean-Bénédicte refute ces propos et dit les avoir tenus dans des conditions de détention dégradantes. Et Maître Prosper Farma de relancer le témoin, « Monsieur Bi Ila, vous avez peur de dire la vérité pour une quelconque raison ?» Non, rétorque le témoin. L'avocat lui rappelle alors, je cite, « Vous vous trompez de position à la barre. Vous êtes témoin sous serment et vous avez l'obligation de dire la vérité. » De l'attitude du témoin, Maître Séraphin Sommet en déduit qu'il se comporte en supporter de certains accusés. Un avis rejeté par Maître Dieudonné Bonkongo, l'avocat du général Bassolé, qui estime indécent de se fonder sur des procès-verbaux pour acculer un témoin. Séance tenante, Herman Yamégo et Léonce Koné sont convoqués à la barre. Tous deux rejettent les affirmations du témoin qu'ils qualifient d'opinion. À la suite de Bi Ila Bénédicte, Alidou Sawadogo, précédemment protocole du ministre Djibril Bassolé, est appelé à la barre comme deuxième témoin du parquet militaire. Il reconnaît avoir remis sur instruction de Djibril Bassolé les sommes de 1 et 5 millions respectivement à Adama Ouedraogo Damis et Ismaël Dendjiri. Plusieurs questions sur le sujet sont posées aux témoins qui tentent de botter en touche. Le moins que l'on puisse dire au terme de cette première journée d'audition des témoins, c'est que les avocats des parties civiles et de la défense n'ont pas la même lecture du rôle du témoin. Le parquet militaire a du reste menacé de saisir le tribunal si les témoins persistent dans la rétention d'informations ou le mensonge. L'audience reprend demain à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Et puis ce communiqué avant de poursuivre le 28 janvier 2019, aux environs de 5 heures du matin, le détachement du groupement de forces pour la sécurisation du Nord de Nassoumbou et la brigade territoriale de gendarmerie de la dite localité ont été les cibles d'une attaque terroriste. Les militaires ont opposé une résistance farouche et de nombreux assaillants ont été neutralisés. Malheureusement, nous avons enregistré 4 militaires décédés et 5 blessés. Les opérations aériennes et terrestres se poursuivent pour mettre en déroute les assaillants. En cette douloureuse circonstance, le chef d'état-major général des armées présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées, aux compagnons d'armes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Et puis cette autre information, hier dimanche, c'est le village de Sikiré, situé à une vingtaine de kilomètres de Arbinda, dans la province du Soum, qui a été attaqué. 10 personnes ont été tuées, toutes des civils, et 2 autres ont été blessées. Les assaillants sont arrivés à bord de motos et de tricycles dans le village. Ils ont ouvert le feu sur les habitants un jour de marché. Ils ont également saccagé et incendié des boutiques. On le sait, l'insécurité est à la base de la fermeture de nombreuses écoles dans certaines régions du Burkina Faso. À cela s'ajoute l'arrêt des évaluations dans les établissements scolaires selon un mot d'ordre des syndicats de l'éducation. À Fada, les principales victimes de cette situation, à savoir les élèves, expriment leur inquiétude. Ils en ont parlé avec les autorités administratives et religieuses de la région de l'Est. Le point avec Assami Kaboré, Yaya Traoré et Mahamadi Ouedraogo. Les élèves des établissements publics et privés de la ville de Fadangourma s'interrogent sur leur sort dans la crise entre les syndicats de l'éducation et le gouvernement, avec pour conséquence la suspension des évaluations. La fermeture de plusieurs écoles dans la région de l'Est pour cause d'insécurité renforce davantage cette inquiétude. Ils invitent ici les autorités compétentes et le corps enseignant à sauver l'avenir des apprenants. On espère toujours que les syndicats vont mettre un peu d'eau dans leur vin et le gouvernement de leur côté aussi va réagir. La personne ne gagnerait mieux que l'année soit blanche, ni les élèves, ni les autorités, ni les autorités. Les acteurs au développement de la région présents à cette rencontre louent l'initiative. Les élèves ont été assez mûrs pour convoquer l'ensemble des acteurs afin de discuter de leurs difficultés, mais le fait de se parler déjà, c'est très bien comme initiative. Nous avons salué leur démarche parce qu'à chaque fois, c'est nous, on les a sensibilisés pour ne plus faire des casses lors des grèves. Et ils ont vraiment pris la voie la plus amiable. Avoir le courage d'interpeller les différents responsables de la commune, voire de la région,
pour s'asseoir donc et proposer donc des solutions. Et il faut dire que c'est une très belle initiative. Les élèves annoncent à l'occasion la suspension de leur mot d'ordre de grève lancé pour soutenir les enseignants qui réclament la satisfaction de leur plateforme revendicative. Et pour les élèves qui suivent normalement les cours, l'une des stratégies pour les maintenir à l'école, c'est bien la mise en place des cantines scolaires. Dans la région du Sahel, les cantines scolaires sont aujourd'hui considérées comme une source de motivation et d'accroissement des effectifs. Nous faisons le constat aux écoles de Kampiti et de Gangaol. C'est un reportage signé Ibrahim Kagone, Seni Touré et Lazare Sanou. Il est 11h30 à l'école primaire de Kampiti, située à 5 km de Dori. Ici, Aminata Maïga s'active pour servir le repas de la cantine scolaire aux 445 élèves que compte l'établissement. Avant de passer à table, toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer l'hygiène. Autre école, même réalité. L'école primaire de Gangaol, située à 25 km de Dori, dans ces lieux d'apprentissage, la cantine scolaire est une réalité. La cantine nous permet de rester à midi à l'école pour apprendre les leçons et se reposer. Parce que même si on rentre à la maison, il n'y a pas la nourriture à manger. Une initiative qui produit déjà des effets sur le terrain. Depuis le démarrage de notre cantine, j'ai remarqué une hausse sensible des effectifs dans les classes, surtout au CP et CP2. Le taux d'abandon a sensiblement diminué. Elle joue un rôle très important dans l'amélioration des conditions d'accès à l'école et dans l'amélioration des rendements scolaires. Les parents d'élèves voient donc à la cantine scolaire une opportunité pour le maintien de leur progéniture dans ces lieux de savoir, mais surtout une source de motivation. Et puis ça encourage aussi beaucoup les élèves, ils sont très contents. Et nous les parents aussi, nous sommes aussi très contents. On a aussi ceux qui n'ont pas l'âge de l'école qui forcent aussi à venir à l'école parce qu'on dit qu'il y a la cantine là-bas, on prépare. Des difficultés, il n'en existe dans la mise en œuvre effective des cantines scolaires. On constate des ruptures. Par exemple, nous venons de recevoir notre première dotation de façon tardive. Et après cette dotation, je me demande à quand la seconde dotation. Et lorsqu'il n'y aura pas la seconde dotation, va pas venir, il n'aura pas la seconde dotation, il va sans dire qu'il y aura beaucoup d'abandon, il y aura beaucoup d'absence. Le programme alimentaire mondial PAM, bras financier de cette opération, se félicite des résultats engrangés au-delà des difficultés évoquées. Les aliments utilisés dans ces écoles sont produits au Burkina Faso, toute chose qui permet de booster l'économie nationale. Plus de la moitié du riz, c'est made in Burkina. Si vous remarquez également au niveau de l'huile, c'est l'huile Savor. C'est made in Burkina. Le haricot également est produit au Burkina. La petite Léa a pris sa part de cantine. Son souhait, c'est que tous les élèves du Burkina Faso en bénéficient. Dans l'actualité également, le syndicat des orpailleurs artisanaux et traditionnels de la province du BAM dénonce l'accaparement de leurs sites par les compagnies minières. La principale compagnie indexée, c'est la société Bissa Gold, accusée de vouloir étendre son domaine d'exploitation. Les orpailleurs artisanaux ont tenu un meeting hier à Kongoussi avec le soutien de l'ODJ, l'Organisation démocratique de la jeunesse. Le reportage de Isaka Ouedraogo et Tanga Kafando. Le syndicat national des orpailleurs artisanaux et traditionnels monte au créneau contre Bissa Gold. Les orpailleurs accusent la compagnie minière d'avoir entrepris des opérations d'extension de son domaine d'exploitation, ce qui entraînera pour eux une expropriation de leurs sites. Depuis un certain temps, les sociétés minières sont en train de s'approprier tous les sites de notre province. Et c'est pour cela qu'on s'est organisé en tant qu'orpailleurs, parce que c'est notre activité. C'est de là que nous vivons, c'est de là que nous envoyons nos enfants à l'école, c'est de là que nous soyons. Donc pour nous, il est plus opportun de nous organiser pour demander à nos autorités de faire en sorte que l'extension là, il ne faut pas qu'on nous prenne tous nos sites, alors qu'on nous demande de nous identifier en tant qu'orpailleurs. Ça passe sans incidence financière, parce qu'il faut payer de l'argent pour les documents. Donc c'est pour cela que nous sommes organisés en tant que syndicat pour dire non, arrêtez, ça suffit, parce que généralement c'est nous qui faisons la recherche d'abord. Lorsqu'on trouve de l'or, après,
Ils viennent avec les gros moyens, on nous chasse, on repart ailleurs, ils reviennent. C'est comme cela que ça se passe. Pour les représentants des différentes couches sociales et l'ODJ-BAM qui soutient le mouvement, les populations du BAM vivent de leur paillage artisanal et toute extension du domaine de la compagnie mettra des milliers de personnes au chômage. Pour les manifestants, les autorités sont interpellées pour trouver une solution par le dialogue afin d'éviter toute complication de la situation. Nous revenons dans la capitale pour un constat au canal Anayele, situé entre les quartiers Benogo et Kosodo. Ce canal est source de désagréments pour les riverains. Après les inondations en période d'hivernage, ils connaissent un autre calvaire lié aux eaux stagnantes en saison sèche. Les riverains attendent toujours la concrétisation d'une promesse d'aménagement du canal en question. Constat et explication avec Jean-Eudes Bayala et Pascal Kané. Le canal Anayele, source de calvaire pour ses riverains en saison de pluie. Nous sommes à l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Cette portion du canal non aménagée, long de 2 km, occasionne des inondations. Des dégâts que l'on constate ici à travers ces restes de clôture et de domiciles délabrés. Florence Dabiré habite ici depuis 3 ans. Elle est victime de ces inondations récurrentes. Il arrive des fois même qu'il ne pleut pas ici et que nous sommes inondés. Nous avons beaucoup de dégâts matériels. Il arrive même que les parents sortent pour le service et que les enfants seuls sont bloqués par l'eau lors de la pluie. Donc plusieurs fois on a tenté de sauver des enfants dans leur maison. Maintenant ça va devenir encore plus pire parce que le courant est en train d'arriver. Avec le courant on ne sait pas ce qu'on va devenir. Parce que l'eau et puis le courant, ils ne s'entendent pas. Si ça fait masse, tout le monde est parti. Selon le comité chargé de plaidoyer auprès de la mairie, des initiatives sont prises pour le démarrage des travaux, mais jusque-là, rien n'a bougé sur le terrain. Nous avons appris par le biais de l'association que nous avons mis en place ici pour suivre le dossier. Ils nous ont fait croire depuis que le financement est acquis depuis le 31 mai 2018. Et que le maire de l'arrondissement aurait promis le démarrage des travaux au plus tard fin novembre 2018. Nous sommes en 2019, presque à la fin du mois de janvier, et nous ne sommes pas encore informés de ce qui se passe pour que les travaux ne voient pas le jour. Il faut que les gens comprennent que ce sont des procédures du bailleur de fonds qui font que ce genre de délai-là ne peut pas être respecté. Quand vous partez emprunter de l'argent, vous ne pouvez pas utiliser l'argent comme vous voulez. Celui qui vous donne l'argent-là a sa manière de faire. Je vais parler vraiment pour que la population comprenne. Quand vous partez emprunter de l'argent, vous devez accepter aussi des contraintes liées à la procédure de celui qui vous a donné l'argent. Il ne va pas vous donner l'argent et puis s'asseoir, vous regardez, vous allez utiliser l'argent n'importe comment. Il a sa manière de faire. Et c'est cette manière de faire-là qui nous a amené à avoir ce retard de 2 mois ou 3 mois-là, qui va en tout cas quand même retarder. Et aux dernières nouvelles, quand j'ai échangé avec les acteurs principaux, ils nous ont rassuré que, en tout cas, tout le processus lié au marché va finir au plus tard mars. En avril 2019, les gens verront enfin les caterpillars travailler sur le terrain, sur le canal Anayele. En rappel, les travaux d'aménagement du canal Anayele se sont arrêtés en 2014. Depuis, les habitants attendent toujours le redémarrage des travaux qui mettra fin à leur calvaire. Apporter du sourire à des enfants hospitalisés et à des orphelins, c'est tout le sens de la visite de l'épouse de l'ancien président de la commission de la CEDEAO au centre hospitalier régional de Kaya. Solange Ouedraogo offre à ses enfants vulnérables des cadeaux divers et un appui financier pour leur prise en charge. Nous voyons cela avec Paul-David Bambara et Nathalie Sawadgo Nabalou. Entre Solange Ouedraogo, épouse de l'ancien président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouedraogo, et les enfants hospitalisés au CHR de Kaya, les enfants orphelins et vulnérables, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 2 décennies. 2 décennies aux côtés de ces enfants pour préserver leur santé, pour arracher un sourire. Il y a trop d'enfants qui souffrent et nous devons leur donner beaucoup d'amour. Il est temps que nous nous réveillons,
que nous prenons le problème à bras le corps pour sauver ce Burkina que nous aimons tant. Le drame de Yirgou n'est pas passé sous silence. Solange Ouedraogo offre une enveloppe de 500 000 francs CFA aux enfants des déplacés de Yirgou et en plus des vêtements et des jouets, une autre enveloppe de 500 000 francs CFA pour les enfants orphelins et vulnérables. Nous savons qu'un enfant épanoui, ce n'est pas pour un seul individu, c'est pour toute une société, c'est pour toute la nation. Donc nous ne pouvons être que satisfaits. Elle avait tout fait pour pouvoir parrainer 32 enfants. Et parmi ces enfants parrainés, nous avons un universitaire, un qui est en deuxième année d'économie. Et beaucoup d'enfants qui ne pouvaient pas avoir une scolarité convenable. Grâce à son parrainage, ces enfants sont bien inscrits dans les écoles. Aucun enfant ne doit grandir sans amour. Il faut renforcer la solidarité, dira Solange Ouedraogo. Elle envisage étendre son action à d'autres provinces de la région, en l'occurrence le BAM et le Namentenga. Et pourquoi pas un jour le Burkina Faso tout entier. En culture, depuis samedi dernier, des compagnies de danse venues d'Afrique et d'Europe mettent en lumière des créations contemporaines et traditionnelles. L'événement, qui est à sa 7e édition, c'est le Festival international de danse de Ouagadougou, à l'affiche des dialogues de corps pour traduire des émotions, mais aussi pour dénoncer des mots qui minent nos sociétés. On y fait un tour avec Lassina Ouattara et Aruna Mari. Dans cette chorégraphie solitaire, le Français Édouard Huillet incarne, à travers ce dialogue de corps, le combat permanent de l'homme pour la recherche du mieux-être. C'est le spectacle inaugural du FIDO, le Festival international de danse de Ouagadougou. Une 7e édition arc-en-ciel qui permet de découvrir les mots de chez nous, la toute dernière création chorégraphique de Irène Tassambedo. Elle interpelle sur certaines dérives de l'autre moitié du ciel. Cette année, le festival veut penser ses mots et danser ses mots. Nous pouvons dialoguer avec notre corps, nous pouvons raconter des histoires, nous pouvons montrer aux jeunes qu'un demain est possible. Ce voyage dans l'univers des rencontres de danse contemporaine a épaté les fans qui découvrent également cette compagnie de danse slovène. C'est magnifique, moi ça m'a beaucoup plu. Il y a une magnifique énergie qui est communicative, qui donne vraiment envie de danser, envie de faire des choses, quoi. Je pense que le combat des femmes s'expriment de plusieurs manières, y compris avec la danse. Nous avons appris beaucoup de choses ce soir en regardant le spectacle, comme quoi le corps peut exprimer des sentiments, des douleurs, et nous avons vu ça ce soir, c'était magnifique. Le FIDO 2019 ouvre aussi la scène aux danses traditionnelles. Cette troupe jeune a dompté le public par l'originalité de sa prestation. Une semaine durant, plus d'une vingtaine de compagnies de danse venues d'Afrique et d'Europe vont occuper cette année la scène du FIDO. On en vient à cette initiative de soutien aux forces de défense et de sécurité dans leur combat contre les forces de mal. Et ce sont des Burkinabés réunis au sein de l'association Ziniti qui apportent un soutien au FDS tout en prônant la cohésion sociale au Burkina Faso. Et cela s'est passé à travers un cross populaire organisé samedi dernier à Tiebélé dans le Naouri. Kwale Nebié et Salifa Ouedraogo. Tiebélé, théâtre d'un cross populaire pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Hommes, femmes, enfants et autorités locales, ils sont tous là au nom de la paix. À travers ce cross, les filles et fils de la cité aux 1000 couleurs dénoncent les différentes formes d'agression que subit le peuple burkinabé. Quand le pays est en péril, il n'y a plus de Gouroussi, il n'y a pas de Moussi, il n'y a pas de Peul, il n'y a que des Burkinabés. Donc c'est notre façon de montrer que le pays a besoin de nous tous et il faut que nous nous mettons ensemble du sud, du nord, sans séparation aucune,
pour que nous puissions lutter contre l'ennemi. On l'a dit ici, quand la case du voisin brûle, il faut faire courir vite, éteindre, car on ne sait jamais où vont s'arrêter les flammes. Donc nous apportons notre contribution aussi. C'est notre manière de soutenir les forces de défense et de sécurité. Nous sommes sortis pour marcher à cause de nos enfants. La sécurité là, pour nos enfants. Ça nous touche quoi. Au-delà de ces messages de soutien au FDS, c'est une invite au renforcement de la cohésion sociale dans la commune de Tiebélé que l'association Zinititi souhaite véhiculer. C'est un appel de paix. Si la pluie nous bat, il ne faut pas que nous nous battons entre nous. Il faut que nous nous mettons la main dans la main pour que tout le reste puisse se passer. Voilà, pour que nous aussi on puisse faire Faso Academy tranquillement. Pour lutter. Tous à Tiebélé sont convaincus que le Burkina Faso vaincra les forces du mal. Voilà, sportivement et en bref, nous évoquons cette prouesse de notre compatriote Hugues Fabrice Zango. Il a écrasé le record d'Afrique en triple saut avec une réalisation de 17,58 m. C'était hier dimanche au meeting international de Paris-Bercy. Le Burkinabé améliore ainsi sa propre performance de l'année dernière avec 35 cm de plus. Au Venezuela, l'armée est désormais au cœur de la lutte entre les deux présidents. Le président autoproclamé Juan Guaido réitère son offre d'amnistier les militaires qui acceptent de le soutenir. En parallèle, Nicolas Maduro s'est montré plus proche de l'armée en participant à un exercice militaire. L'armée est désormais au cœur de la lutte entre les deux hommes qui s'arrachent le pouvoir au Venezuela. Juan Guaido appelle à manifester pour faire basculer l'armée mercredi et samedi prochain, après avoir offert l'amnistie aux militaires qui feraient défection. L'attaché militaire de Washington a déjà franchi le pas et ce dimanche, les soutiens du leader de l'opposition ont investi les bases militaires pour tenter de convaincre l'armée de changer de camp. L'armée, devenue un enjeu crucial entre l'actuel président Nicolas Maduro et celui qui s'est autoproclamé chef de l'État par intérim la semaine dernière, appelant les troupes à se rallier à sa cause. Il est temps d'être du côté de la Constitution. Ce n'est pas le moment d'avoir peur, ni de reculer. Il est temps de respecter le peuple du Venezuela. Soldats du Venezuela, je vous donne un ordre, ne tirez pas sur le peuple du Venezuela. Nicolas Maduro, qui supervisait pendant ce temps des exercices militaires, a appelé l'armée à l'unité et à la discipline et dénoncé une tentative de coup d'État. Le président vénézuélien a rejeté l'ultimatum fixé samedi par 6 pays européens, dont la France et l'Allemagne, qui exigeaient la tenue d'élections sous huitaine, faute de quoi il reconnaîtrait Juan Guaido, chef de l'État, comme l'a fait Washington. L'Europe a une position insolente, insoutenable et indécente. Et elle devrait retirer son ultimatum. Personne ne peut nous en donner. S'ils veulent quitter le Venezuela, qu'ils partent. Et maintenant, le Venezuela poursuivra sa route. Et heureusement, nous ne dépendons pas de l'Europe. La semaine dernière, une trentaine de personnes ont été tuées et de nombreuses interpellations ont eu lieu lors des manifestations. Juan Guaido a promis qu'un gouvernement de transition serait constitué ainsi que la tenue d'élections libres. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À suivre à 21h le magazine des sports avec Jérôme Tchendrbego. Et après le magazine des sports, vous pourrez suivre le journal de 22h30 dans une présentation de Draman Datian. Merci de votre fidélité à la RTV.